Choisir un camp. Chapitre 10. En passant par la Lorraine. Louise, 12 novembre 1944. Enfin, les ordres sont tombés. Nous allons nous diriger vers l'Est. Le 5e hôpital général doit déménager à Toul, en Lorraine, et occuper un ancien hôpital de la ville. Bien que je n'y sois pas obligée, puisque je n'ai pas le statut de militaire, j'ai décidé de suivre le mouvement. Car Walter a envoyé une courte lettre à mon père pour donner de ses nouvelles. Il ne révèle pas sa position exacte, bien qu'il parle de combat. Il mentionne toutefois une zone de forêt dans des vallées profondément encaissées. En croisant cet indice avec les dernières informations sur la première armée, à savoir que les Américains ont fini par prendre Aix-la-Chapelle le 21 octobre, je suis presque certaine qu'il se trouve au sud de cette ville où se trouve une forêt. Ce qui est essentiel, c'est qu'il nous a laissé une adresse où lui écrire. Au moins, j'ai pu lui adresser une lettre, lui apprendre que je suis rentrée chez mes parents, que je travaille dans le 5e hôpital général qui va bientôt déménager en Lorraine et que je vais tout faire pour y aller aussi, et surtout que je l'aime. En me rendant à Toul, je me rapproche un peu de lui, c'est tout ce qui compte. Personne ne peut mieux me comprendre que Thelma, toujours séparée de son mari. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit être qui grandit en moi, qui me relie à Walter. Ma grossesse encore invisible se déroule bien, et les nausées se sont atténuées. En arrivant à Toul, je n'ai pu que constater les dégâts des bombardements, comme j'en ai tant vu en Normandie. Le vieil hôpital Saint-Charles a été très endommagé, et bien qu'un des bâtiments ait été complètement pulvérisé, il y a eu peu de victimes. Les malades, orphelins et vieillards avaient été mis à l'abri dans les caves voûtées de l'établissement. Tous avaient été ensuite transférés avec les soignants à l'hôpital militaire que nous allons justement occuper. Ces malheureux vont devoir réintégrer leur ancien hôpital malgré son piteux état. Cette ville avait déjà pas mal souffert en juin 1940, quand les Allemands avaient pris pour cible la cathédrale, dont la toiture touchée par un obus avait pris feu. L'incendie avait embrasé tout l'édifice avant de s'étendre au quartier de cette partie de la cité. Bien sûr, à mes yeux, les destructions sont sans commune mesure avec celle de Saint-Lô, détruite à 90%. Toutefois, la ville fait partie d'une région qui a été complètement annexée au Reich, rattachée au district de Sarre-Palatina, rebaptisé Gau-Westmark, comme la région voisine d'Alsace. Des milliers d'habitants avaient été expulsés vers la zone libre à cette époque. Et en 1942, de nombreux Mosellans, comme leurs voisins alsaciens, avaient été incorporés de force dans l'armée allemande, la plupart envoyés sur le front de l'Est. Je suis d'abord affectée aux American Wards. Les soins du matin commencent par les toilettes complètes et les aides à la toilette. Les malades valides et les aides font les lits. Parfois, les patients valides aident volontairement aux soins des patients. Ils effectuent des tâches telles que raser les patients au lit ou faire des courses pour eux. Ce n'est pas une pratique courante à l'hôpital, mais nous sommes débordés de travail avec tous les soldats blessés ou malades qui nous arrivent du front. Les patients en capacité de marcher se rendent généralement à la salle à manger pour les repas, tandis que les patients confinés au lit dans les salles reçoivent des plateaux. À partir de 10 heures, nous changeons les pansements, et le médecin du service fait sa tournée et vérifie toutes les plaies nécessitant son attention. Nous alternons sur 3 quarts de travail. Pendant le quart de nuit, il y a une infirmière par étage avec 2 aides. Nous sommes supervisés par une infirmière principale dans chaque bâtiment avec au moins 2 subalternes infirmières juniors. Elle dirige toutes les activités, administre les médicaments, prescrit des tests de laboratoire et s'occupe de la paperasse au bureau. Les infirmières subordonnées, comme moi, gèrent les soins aux patients et les détails du personnel enrôlé. 3 aides sont affectées par étage, et chaque étage accueille 186 patients. Un étage est divisé en salles, dont la taille et l'objectif varient. Habituellement, une grande salle ouverte contient 40 à 60 lits. Des salles plus petites sur un étage sont destinées aux personnes souffrant de blessures plus graves, et une section fermée avec des cabines de séparation permet d'isoler les cas infectieux. Les journées filent à une vitesse folle. J'ai envoyé une lettre à Walter et une à mes parents pour leur donner l'adresse ou me faire parvenir du courrier. Pour l'instant,
je n'ai pas encore de retour. Heureusement, il y a tant de travail que j'ai l'esprit occupé. L'hôpital est de plus en plus submergé de blessés. Pendant quelques jours, il y a eu des patients sur des civières, même dans les couloirs. Il va bientôt falloir pousser les murs. Parfois, il y a 400 admissions le matin et autant de départs l'après-midi pour des transferts dans d'autres hôpitaux en France ou en Angleterre, via les trains hôpitaux. Ces mêmes trains nous amènent les militaires blessés de la zone de combat. Les ambulances de l'armée, de couleur vert terne, avec des emblèmes de la Croix-Rouge de la Convention de Genève sur le dessus et les côtés, sont à l'arrivée des trains. Chaque ambulance a un équipage de 2 hommes de trop, le conducteur et un soldat, tous deux formés aux soins. Il faut au moins 25 ambulances pour accueillir chaque train de patients. Après avoir chargé les véhicules, les conducteurs suivent les instructions de l'agent de répartition qui leur indique leur destination. À l'hôpital, nous sommes informés à l'avance de l'arrivée d'un envoi de patients et, lorsqu'ils nous sont amenés, ils sont placés sur une couverture pliée et attachés à la civière par 4 sangles de toile. Les blessés sont toujours vêtus de leur treillis, les vêtements coupés à l'endroit de leurs blessures pensées à l'hôpital de campagne. Ils portent également une étiquette remplie par les médecins avec leur identification personnelle et le nom de leur unité, ainsi que des informations médicales pertinentes telles que le type de blessure, les médicaments reçus, les signes vitaux, etc. Le personnel du train complète leur dossier médical en cours de route. Je fais mon travail avec plaisir. Ce n'est pas difficile, car la vue des infirmières suscite invariablement une réaction enthousiaste de la part de ces hommes blessés. C'est encore plus vrai lorsque les dites infirmières sont jolies. Dans ces cas-là, les soldats expriment leur affection et leur appréciation avec leurs yeux. D'autres verbalisent leur joie de voir des visages féminins avenants. Certains font des compliments très explicites. Mais en ce qui me concerne, je parviens à les maintenir à distance. Mais certaines de mes collègues sont déjà tombées sous le charme d'un de ces soldats entreprenants. Quoi qu'il en soit, la plupart des soldats aiment plaisanter, mais restent corrects avec nous. Ils se délectent généralement tous de nous taquiner. Une infirmière en particulier, un peu plus âgée que moi, a de la répartie, et il s'ensuit généralement des joutes verbales amusantes. Elle met de l'ambiance lorsqu'elle est là. Les soldats la surnomment « half-track », faisant allusion au véhicule de l'armée avec des chenilles sur la partie arrière, qui offre une bonne traction dans le sable. Être avec ces hommes blessés et prendre soin d'eux est vraiment gratifiant, et j'attends presque chaque quart de travail avec impatience. C'est aussi l'occasion d'avoir des nouvelles du front, si l'un d'entre eux appartient à la 4e division d'infanterie, et en particulier au 22e régiment. Jusqu'ici, j'ai fait chou blanc, car aucun n'a pu me dire quoi que ce soit sur un chirurgien du 4e bataillon médical. À côté du travail, nous avons parfois un peu de loisirs comme la diffusion d'un film, la célébration d'un anniversaire ou une promotion de rang. Mais le plus souvent, nous nous contentons du plaisir de choses simples, comme du bacon et des œufs le dimanche matin, et surtout les lettres de nos proches. J'attends avec impatience une réponse de mon Walter à ma dernière missive. Louise, 23 novembre 1944. Récemment, nous avons reçu 4 patients russes. Ils font probablement partie d'un groupe de prisonniers allemands, comme volontaires d'Europe de l'Est incorporés dans la Wehrmacht. Et comme ils ne parlent pas anglais, ils ne nous font pas confiance à cause de la barrière de la langue. Dès qu'ils le peuvent, ils envoient des espions dans d'autres services pour recueillir des informations, s'assurer que les autres patients ne reçoivent rien qu'on leur ait donné à eux. Ils ont progressivement repris des forces. Mais lorsqu'ils reçoivent leur nourriture, s'ils ne peuvent pas la manger, ils ont l'habitude de cacher cette nourriture supplémentaire au pied de leur lit. Des crêpes dans leur thé d'oreiller, de la purée de pommes de terre sous les couvertures, etc. Ils ont aussi obstinément refusé de prendre un bain, jusqu'à ce que nous faisions appel à un soldat d'origine russe qui leur avait fait comprendre que nous voulons simplement les aider. Au fur et à mesure qu'ils deviennent plus mobiles, ils volent tout ce qui leur tombe sous la main, draps, thé d'oreiller, vêtements et autres qu'ils emmènent en ville pour les vendre. Cet après-midi, j'ai été réveillée par le vaguemestre. C'est l'esprit encore embrumé que je reçois de sa part une lettre. D'un seul coup, mes yeux se dessillent. C'est une lettre de Walter. Enfin. Fébrilement, j'ouvre la missive pour en dévorer le contenu. Louise, mon amour,
Tu ne peux imaginer ma joie lorsque j'ai reçu tes 2 lettres qui sont arrivées coup sur coup. Apprendre que tu étais encore en vie et libre m'a rendue euphorique. Moi, qui avais si peur que tu aies été livré à la Gestapo et torturé, puis tué, enfin, j'avais l'assurance de ce que je ressentais tout au fond de moi. Tu ne pouvais pas être morte. Je l'aurais senti. Tes parents ont dû te dire que j'étais persuadée que tu avais été déportée. Si je ne m'étais pas emballée, peut-être pourrions-nous être ensemble aujourd'hui. Mais nos recherches dans le Cotentin étant restées vaines, je ne pouvais rester sans rien faire. Alors j'ai suivi la piste qui me semblait vraisemblable. Quand je pense que des gens ont cru te voir dans le dernier convoi parti de Drancy. Heureusement, ce n'est pas le cas. Mais j'étais prêt à aller jusqu'en enfer pour te retrouver, ma chérie. Seulement 300 kilomètres nous séparent désormais. Je te promets que nous nous retrouverons dès que j'aurai une permission. En revanche, je ne sais pas quand ce sera possible. Ici, les combats sont intenses. Les pauvres gars blessés que nous recevons nous disent que c'est bien pire qu'en Normandie. Ils ont l'impression d'être plongés dans un cauchemar permanent, dans cette forêt sombre et dense, aux pentes escarpées où ils n'ont qu'une faible visibilité. Si les Allemands sont à l'abri de leur bunker le plus souvent, ou dans leurs tranchées en zigzag, les GI se réfugient dans leurs foxholes, dans des conditions météorologiques plus que défavorables, sous une pluie glaciale, sans pouvoir se réchauffer, car la moindre lueur attire l'attention de l'ennemi sur eux, et ils se feraient tirer comme des lapins. Seul leur fusil leur permet d'avoir un peu de chaleur quand ils viennent de tirer. Je suppose que tu en as reçu un certain nombre de ces blessés et qu'ils doivent vous raconter ce qui se passe ici. Mais rassure-toi, même si je ne suis pas loin du front, je suis à l'abri, ne t'en fais pas pour moi. Tout ce à quoi j'aspire désormais, c'est à te serrer dans mes bras. Je ne pense plus qu'à ça. Nous avons tant de temps à rattraper en baisers et en caresses. Je t'embrasse, mon amour. Partout. Walter. Mon cœur bat la chama dans le lisant. Moi aussi j'ai hâte de le voir, de me réfugier dans ses bras, de lui apprendre la grande nouvelle. Comment réagira-t-il en apprenant que je porte son enfant? D'un seul coup, je réalise que peut-être ce ne sera pas une bonne nouvelle pour lui. Nous n'avons jamais évoqué ce sujet. Si je sais qu'il veut lier sa vie à la mienne, j'ignore s'il veut des enfants avec moi. Lui qui a perdu ses 2 fils n'en veut peut-être pas d'autres, de peur de souffrir de nouveau. Non, c'est impossible. Je refuse cette éventualité. Il va être heureux comme je le suis moi-même. Depuis quelque temps, je perçois de nouvelles sensations dans le bas de mon ventre, comme des petites bulles ou des petites vagues, et depuis 2 ou 3 jours, je sens des petits coups. Je suis enceinte de 19 semaines, et je suis certaine que c'est mon bébé qui bouge. J'aurais tant aimé que Walter soit là, pour poser sa main sur mon ventre et sentir ses petits coups de pied, de genoux, de coude ou de tête, va savoir. Je me suis empressée de lui répondre par une lettre enflammée où j'exprime mon manque de lui, mais sans lui révéler qu'il va bientôt être papa. Par ordre de rotation, depuis le 20 novembre, je suis affectée à un service de nuit pour 2 semaines. Il s'agit d'un quart de travail de 12 heures, de 19 heures à 7 heures, sans jour de congé. À la fin de mes 2 semaines, j'aurai une journée pour dormir, puis une journée libre avant de reprendre mon service de jour. La nuit, nous intervenons sur plusieurs étages. Chaque soir, j'ai pris l'habitude de faire un bref arrêt en cuisine pour prendre un café. Plusieurs prisonniers de guerre allemands y sont en service sous bonne garde. Bien que tout le monde n'ait pas été très heureux lorsque la main-d'œuvre ennemie a été introduite, il est devenu nécessaire de faire venir des prisonniers de guerre allemands pour toutes sortes de petits travaux, qui ne peuvent pas être remplis par le personnel de l'hôpital. Il n'y a tout simplement pas assez de main-d'œuvre disponible. Le personnel médical, et plus particulièrement nous, les infirmières, sommes habitués peu à peu à voir l'ennemi se promener dans le camp. Au début, je ne parlais pas beaucoup, puis j'ai fini par avoir de brèves discussions avec le gardien et ses prisonniers, en anglais avec le premier, et avec les bribes d'allemand que j'ai appris grâce à Walter avec les seconds. Tous savent que je suis française. Lors de cette période de nuit, il m'arrive aussi de m'occuper de patients allemands. J'y vois une occasion d'améliorer ma maîtrise de leur langue, qui est surtout celle de mon Walter. Alors, j'ai bien l'intention de demander à faire mon service
dans les salles allemandes à mon retour de jour. Mon autre motivation est que Thelma a été envoyée travailler au 16e hôpital de campagne de Saint-Germain dans les Ardennes. Puisque nous n'allons pas travailler ensemble pendant Dieu sait combien de temps, autant changer de service. Walter, novembre 1944. Depuis que je sais que Louise est saine et sauve, j'ai retrouvé une certaine joie de vivre dans un contexte qui ne s'y prête guère. Cette bataille dans la forêt située au sud d'Aachen et que les GIs ont nommée la forêt de Hürtgen, parce que lorsqu'ils sont arrivés dans le village de Hürtgen, ils ont trouvé une analogie avec le mot hurt, ce qui peut aussi expliquer pourquoi ils avaient mis tant de temps à traverser cette toute petite zone par rapport à tout le chemin parcouru jusqu'alors. En effet, dans cette forêt, le nombre de blessés a été épouvantable. Pour moi, il s'agissait de la forêt du sud de Aachen ou bien la forêt de Schmidt. Toujours est-il que cette bataille, commencée en septembre, est aussi pénible et coûteuse pour les deux camps. Depuis la première ville capturée, Röntgen, la progression a été très lente. Cette forêt, à laquelle les Ricains ont donné le nom de l'un de ces rares villages, perdus dans ces sombres vallées densément couvertes d'immenses sapins que les rayons du soleil parviennent à peine à percer, n'est pas très vaste, puisqu'elle fait environ 30 km de long sur 15 km de large. Mais sa densité en arbres et les nombreux ruisseaux qui coulent dans la région rendent le lieu humide et inhospitalier. Si on ajoute à cela une armée allemande prête à tout pour défendre les accès du Rhin, la boucle est bouclée. L'objectif principal était de traverser la rivière Ruhr pour prendre Düren, puis traverser la campagne jusqu'à Cologne. Pour cela, il y avait deux axes d'attaque. Le corridor de Stolberg, près de la ville du même nom, et plus au sud, le corridor de Monschau. Et les soldats qui combattaient près de Monschau ont été stoppés en face de la forêt de Hürtgen. Ils n'avaient d'autre choix que de traverser la forêt entre Zweifall et Vossenack, puis la vallée de la Cale pour prendre Kommerscheid et Schmidt afin de débloquer ce fameux corridor de Monschau et enfin atteindre Düren. C'est la très expérimentée 9e division d'infanterie qui a pénétré la première en septembre, suivie ensuite par pas moins de 12 divisions différentes. La 4e est arrivée au début novembre. Toutes ces divisions en sortent épuisées et pour certaines complètement décimées. Ces bois sombres sont désormais imprégnés du sang de dizaines de milliers de GIs. Beaucoup sont passés dans notre compagnie de triage et de traitement avant de rejoindre le Field Hospital le plus proche. Tous ne sont pas des blessés par balle. Il y a aussi la pneumonie, la fatigue ou le terrible pied des tranchées. Les GIs vivent l'horreur dans cette sombre forêt à l'atmosphère pesante avec le froid, la pluie, les bombes et l'odeur de la mort omniprésente. Les pins très rapprochés et les feuillages épais ralentissent la marche et réduisent la visibilité, déjà diminuée par le mauvais temps, à quelques mètres. Les soldats avancent de 500 mètres dans les bons jours, mais au prix de pertes effroyables. Les voies de ravitaillement et d'évacuation étant en piteux état, abondamment minées et sous le feu de l'ennemi, il est pratiquement impossible d'assurer l'indispensable remplacement quasi quotidien des tués et blessés ou disparus. Lorsqu'une compagnie a la chance d'être remplacée ou d'être ramenée à un effectif presque complet, 2 jours plus tard, il ne reste déjà plus que 50%. Le 2 novembre dernier, jour des morts, les Boys se sont battus pour le village de Schmidt, perdu dans les bois, sans doute la plus longue bataille de l'US Army, du moins à ce jour, et elle n'est pas encore terminée en cette fin novembre. Le plan était de sortir de Vossenack, traverser la vallée de la Cale, rejoindre Kommerscheid et Schmidt, les capturer et les sécuriser. La 28e division a réussi à traverser la rivière jusqu'aux 2 villages, mais 2 jours plus tard, la Wehrmacht a contre-attaqué et ils ont dû se replier vers Vossenack. Faire progresser des véhicules et des chars sur ces pistes sinueuses avec d'importants dénivelés relève de l'exploit. Pourtant, dans ce carnage, tout en bas de la vallée où coule la Cale, un bel acte d'humanité s'est déroulé. Délogés de leurs objectifs, les Américains avaient subi des pertes si importantes dans la contre-attaque que l'ennemi a fait preuve de clémence en permettant aux blessés, capables de se mouvoir, d'être évacués vers les lignes alliées à Vossenack. Plusieurs cessez-le-feu ont même été convenus afin de laisser les médecins s'occuper des victimes des 2 camps.
La 28e a perdu près de 5000 des 6000 hommes engagés dans l'assaut. Elle n'est parvenue à maintenir un semblant d'effectif qu'en envoyant des remplaçants par vagues. Mais les jeunes recrues manquaient cruellement d'expérience et d'efficacité, et la 28e a été retirée du combat le 13 novembre. Les jeunes hommes envoyés dans cette boucherie n'avaient pas reçu de formation spéciale. Ils avaient appris à tirer au fusil, à causer des dommages à d'autres gens sans se faire tuer, à marcher à travers bois, à creuser un tas de foxholes. Ils avaient terminé leur entraînement au printemps 1944 et étaient devenus de la chair à canon, en attendant de partir au combat sans avoir la moindre idée de là où ils allaient se retrouver. Et leur mission avait été de déloger les Allemands de leur position dans la forêt de Hürtgen. Ces derniers lançaient leur contre-attaque toujours de nuit, et tout ce que les GIs voyaient, c'étaient les flashs qui sortaient des fusils vers lesquels ils tiraient. Ils ne pouvaient pas craquer une allumette, allumer une cigarette, rien pouvant produire la moindre petite lumière et les faire repérer. Donc le seul moyen d'obtenir un petit peu de chaleur, c'était la chaleur des canons, de leurs fusils, après un échange de coups de feu, la nuit ou n'importe quand. Donc ils les empoignaient pour se réchauffer les mains. Tout cela me rappelle le froid subi en Russie, quand les soldats allemands n'avaient pas de gants et utilisaient des chaussettes trouées pour laisser passer les doigts afin de pouvoir appuyer sur la détente de leur arme. Toujours est-il qu'à ce moment-là, d'une section qui devait comporter environ 40 hommes, il n'était plus que 17. D'une escouade de 12 à 14 soldats, il n'était que 3. Ils ne pouvaient donc pas avancer ou lancer un assaut. Ils essayaient juste de tenir leur position et de repousser les contre-attaques. Lors des assauts, ils devaient s'emparer des casemates allemandes. Ces dernières ressemblent beaucoup à celles de Normandie, et pour cause, elles ont été construites par l'organisation Todt, et les modèles de ces bunkers étaient standardisés afin d'optimiser la livraison des matériaux, le process de construction et la réplication de modèles de défense ayant fait leurs preuves. En venir à bout est un processus lent et douloureux, car il faut les faire sauter à la TNT, au bazooka ou au canon de char, et parfois même inciter les Allemands à la reddition en lançant à travers les puits de ventilation des grenades au phosphore blanc. Mais ces casemates sont solides, je suis bien placé pour savoir que les Allemands ont consacré beaucoup de temps, d'argent et de main-d'œuvre à leur construction. Faites d'acier et de béton épais, elles sont recouvertes de tonnes de terre qui les font ressembler de loin à des collines sous des monticules naturels sur lesquels poussent de l'herbe, des vignes et même des arbres. Elles ont par ailleurs des systèmes de ventilation pour la climatisation et la purification de l'air lors des attaques au gaz. Quand les GIs parviennent à en occuper une, ils entendent le raffut à l'extérieur mais ne sont pas dérangés, car tapis au fond d'un de ces bunkers en béton et en acier pris aux Allemands, ils sont à l'abri. Ils n'entendent qu'un grondement sourd sans pouvoir dire s'il s'agit de l'artillerie américaine ou allemande. Pour les GIs qui peuvent s'y réfugier, ces bunkers sont une bénédiction. Ils peuvent s'y mettre à l'abri du froid et des éléments, mais surtout des canons allemands qui font des ravages. Notre compagnie est installée en bordure de forêt, à l'extérieur du village de Zweifall, non loin du QG de la division qui se trouve en plein cœur du village. De là est partie le 16 novembre l'offensive de la 4e, marquant le début de la seconde phase de la bataille de la forêt de Hürtgen, l'opération Queen. Les hommes se sont rassemblés au sud du village, non loin du barrage où se jette la rivière Wehebach. C'est la plus grande attaque coordonnée à laquelle la division participe depuis la percée hors de Normandie. Conjointement avec la première division au nord et appuyée par des bombardiers lourds, elle doit traverser la forêt et s'emparer des ponts sur la Ruhr près de Duren. Prêts à défendre chaque mètre de terrain, les Allemands se sont repliés d'une ligne à l'autre, couverts par leurs artilleurs et les mines antipersonnelles laissées dans leur sillage. L'avancée lente, mais les GIs progressent enfin. Louise, 5 décembre 1944. Depuis hier, revenue de jour, je m'occupe des salles allemandes. La planification générale de soins y est la même que dans les services américains, à une exception près. Au moins 4 de ces patients sont affectés aux soins et aux services d'assistance. Ces aides ont reçu des couvre-chefs fabriqués à partir du jersey tubulaire utilisé pour doubler les plâtres. Ces hommes sont à la fois disposés et assidus à faire ce travail. À 8 heures, les salles sont en ordre, tout le linge de lit changé.
Il ne me reste plus qu'à m'occuper des cas les plus graves, faire ensuite mon tour avec le chariot de pansement assisté d'un d'entre eux, juste avant la visite du médecin du service. Ce dernier est juif, et j'apprécie beaucoup sa diligence et sa gentillesse. L'un de mes aides, Paul, est soigné pour une inflammation non infectieuse de la gorge. Son traitement consiste uniquement en du repos, mais il se soucie peu de lui-même et dépense ses forces à s'occuper des autres patients. J'ai eu beau lui dire de lever le pied, il ne m'écoute pas. Heureusement, le médecin s'en est aperçu et l'a averti qu'il serait relevé de ses fonctions s'il ne se repose pas un peu, car son état ne s'améliore pas. Ce médecin est vraiment une perle, engagé dans sa profession, ce qui peut sembler étrange, puisqu'il est juif et qu'il soigne des Allemands, auxquels il pourrait en vouloir. Mais comme Walter, les termes du serment d'Hippocrate ne sont pas pour lui des paroles en l'air. Parmi les derniers arrivés, il y a au moins une douzaine d'officiers SS. Nos aides nous ont révélé qu'ils sont identifiables grâce à leurs tatouages sous l'aisselle pour les SS et à l'intérieur du biceps gauche pour les soldats de la Waffen-SS, qui indiquent leur groupe sanguin. Ce qui pouvait leur sauver la vie en cas de blessure peut tout aussi bien signer leur arrêt de mort en cas de capture. Au début, ces officiers exigeaient avec arrogance des radios et un traitement différencié des autres soldats, pensant sans doute être en droit de bénéficier de privilèges parce que de race supérieure. Toutefois, lorsqu'ils ont observé les soins prodigués à leurs compatriotes, leur attitude a rapidement changé, et ils ont volontairement aidé à servir les patients les plus gravement blessés. Les gardes de la police militaire américaine sur la base sont des hommes en période de repos des zones de combat. L'un d'eux, David Sittner, parle allemand et nous a apporté une aide inestimable. Nous avons aussi un garde français. Vêtu d'un uniforme composé d'une veste de l'armée et d'un pantalon civil, il est jeune et plutôt inexpérimenté, à tel point que ce sont des patients allemands qui lui ont montré comment démonter et remonter son arme. N'est-ce pas incroyable? En fait, nos patients allemands se contentent de rester à l'écart, avec de quoi manger et un toit sur la tête, conscients que la fin de la guerre n'est pas très éloignée. Les nouveaux arrivants apportent d'ailleurs des nouvelles du front, et c'est notre principale source d'information sur la guerre. Un soldat allemand qui avait été chauffeur pour le maréchal Erwin Rommel nous a même raconté certaines anecdotes sur son service. Une procession interminable d'ambulances amène des soldats blessés. Les porteurs de civières sont souvent des militaires en rotation de repos à l'arrière du front. Amers et découragés par leurs expériences récentes, ils manifestent parfois leurs sentiments par une manipulation brutale ou négligente des patients allemands. L'infirmière en chef qui dirige l'activité à l'entrée du bâtiment pour les patients allemands a remarqué hier ce traitement et s'est adressée sévèrement aux porteurs de civières pour ce manque de professionnalisme par ces mots. « Soldats, je respecte vos sentiments, mais la guerre s'arrête ici. Il s'agit d'une zone neutre. » Les militaires ont accepté sa réprimande et continué leur travail sans incident. Les patients sont, dans l'ensemble, plus gravement blessés que ceux des admissions précédentes. Leurs plaies sont couvertes d'un pansement en papier crépon, et ils sont en mauvaise condition physique en raison des difficultés du champ de bataille. De plus, ces soldats sont de plus en plus jeunes. Certains sont des gamins. C'est bien la preuve de l'adversité dans laquelle se trouvent les troupes allemandes et de leur détresse. En raison de la situation sur le front, nous ne pouvons quitter la base et je réalise que Walter doit être dans la même galère. En outre, lui est près du front. Nous ne sommes pas près de nous revoir dans l'immédiat. J'en pleurerai de dépit, mais je suis loin d'être la seule dans cette situation déprimante. Dans sa dernière lettre, sur laquelle je me suis jetée comme une morte de faim, mon Walter m'apporte la confirmation de l'intensité des combats, et il ne peut toujours pas me dire s'il pourra me rejoindre. Dire que je ne suis pas déçu serait un euphémisme. Je suis démoralisée. Seuls les mouvements de notre bébé, dans mon ventre, qui commence à se bomber, parviennent à me réconforter. Pour l'instant, personne ne semble avoir remarqué que je suis enceinte. J'en suis presque à 5 mois. Il ne faudra maintenant plus beaucoup de temps avant que ma grossesse soit visible. Jusque-là, mon bébé a dû comprendre qu'il devait se faire discret. Cependant, dans sa lettre, Walter m'annonce aussi qu'il a demandé à être nommé dans un hôpital général à l'arrière sur le territoire français pour se rapprocher de moi. Il me fera savoir dès qu'il aura une réponse de sa hiérarchie.
J'attends avec impatience un nouveau courrier. Une lettre de mon père m'a informé que Willis McKee a été envoyé en repos avec la 326e compagnie médicale à Mourmelon, après les nombreuses pertes de la 101e division aéroportée dans les combats en Hollande. J'ai aussi appris que Thelma allait rentrer à Toul vers Noël. Elle estime que l'hôpital de campagne dans lequel elle se trouve est trop loin derrière les lignes pour être d'une grande utilité. En attendant son retour et des nouvelles de Walter, mon travail occupe heureusement mon esprit, non seulement à travers tous les soins que j'ai à effectuer, mais aussi par la poursuite de mon apprentissage de l'allemand, puisque tous les patients de mon étage parlent cette langue. Je suis donc en immersion complète, même si certains parlent anglais ou français. Je me suis donc bien améliorée, notamment grâce à un des soldats affectés aux travaux dans les salles, Heinrich, un jeune Autrichien, qui avait été grièvement blessé par balle lorsqu'il avait sorti un mouchoir de sa poche. Il arrive toujours en avance le matin et traîne le soir, rien que pour discuter avec moi. Je le soupçonne d'avoir le béguin pour mon humble personne. Les combats faisant toujours rage au sud d'Aix-la-Chapelle, il y a tellement de blessés que je suis souvent appelée en renfort à l'accueil des urgences, eu égard à mon expérience dans ce domaine. Nous recevons des patients gravement atteints, avec notamment un nombre inhabituel de blessés à la tête résultant d'éclats d'obus dans des zones forestières. C'est encore le cas aujourd'hui. Un soldat blessé moins grièvement m'explique que des déluges d'obus de mortier leur sont tombés dessus et que lorsqu'un barrage de mortier démarre, ces derniers explosent en l'air dans la cime des pins. On les appelle éclateurs d'arbres, me dit-il, et les échardes, les branches et l'écorce retombent lourdement. « Vous n'avez aucun moyen de vous protéger ?» demandai-je. « La seule chose à faire est d'enlacer un arbre quand on peut encore en trouver un debout, » me répond-il. Ainsi, l'avant du corps est protégé et le casque protège la tête et une partie du dos. Toujours est-il que ces éclats de bois et les éclats d'obus tranchent des zones du corps et parfois aussi le sommet de la tête, causant de graves dommages au cerveau. Nous avons placé des corbeilles à papier sous la tête des soldats blessés alors qu'ils sont allongés sur des civières placées sur des chevalets de sillage côte à côte dans notre salle de choc. Il y a tellement de cas de ce genre qu'un chirurgien du cerveau nous a été assigné pendant un certain temps. Étonnamment, de nombreux patients survivent, mais je me demande comment l'état de ces GI va évoluer et quelles seront leurs séquelles après la fin de la guerre. Le soldat auquel je fais un pansement poursuit. Bref, on creuse des foxholes et on s'y terre. La première fois que j'ai entendu un de ces tirs de mortier, c'était le bruit le plus fort et le plus terrible que j'avais entendu de ma vie. On aurait dit que le monde entier venait d'exploser. Personne n'avait été touché, mais à ce moment-là, j'ai perdu les pédales. Je me suis levée, j'ai sauté hors du foxhole et j'ai rampé vers une position abritée où se trouvaient 2 gars. Je leur ai dit « Il faut qu'on dégage d'ici, on va tous se faire tuer ». Et l'un d'entre eux m'a secoué très fort, ou m'a giflé, je ne sais plus. En tout cas, il a capté mon attention et il m'a dit « On ne peut aller nulle part, on est pratiquement encerclé. Et on ne saurait même pas dans quelle direction fuir de toute façon. Donc, on doit rester là et faire de notre mieux. » Alors je suis retournée à mon foxhole, en me faisant à l'idée que j'allais y rester un moment. Nous avions tous les 3 posé nos fusils contre le rebord de notre foxhole la nuit précédente. Et en regardant nos fusils au petit matin, les canons des 3 étaient pliés. Les éclats d'obus nous avaient manqué de peu. Ils ont dû voler à l'horizontale sans nous toucher. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, toutes nos grenades avaient disparu et presque toutes nos munitions. Difficile d'imaginer ce que ces jeunes hommes vivent au quotidien, isolés chacun dans leur trou, tenaillés par la peur, se demandant si chaque minute qui passe n'est pas la dernière. Je vois bien que ce jeune soldat a besoin de parler, sans doute pour évacuer ses angoisses. Même le plus petit éclat d'obus peut tuer à très longue distance, ajoute-t-il. C'est plus dangereux encore que le souffle des explosions, car il est capable de transpercer l'acier. J'en ai froid dans le dos. J'en vois les effets dévastateurs sur le corps humain chaque jour. Ces éclats sont des tueurs aveugles, brûlants et fulgurants. Pour leur échapper, les soldats ne peuvent compter que sur la chance et le trou le plus profond qu'ils puissent creuser avec leur pelle individuelle, ou en tirant parti d'un cratère d'obus, et parfois avec des constructions un peu plus complexes, avec des rondins de bois pour renforcer la protection vis-à-vis des balles, des obus et des nombreux éclats volant dans tous les sens, mais pas contre le froid et la pluie qui inondent souvent les trous.
En raison des conditions météorologiques, nous recevons aussi davantage de soldats souffrant de pieds de tranchée, de malades respiratoires et de fièvre. L'un d'eux me raconte son aventure pendant que je m'occupe de lui. Hier après-midi, dans notre foxhole, on a vu arriver des remplaçants, me relate-t-il. Ils avaient des sacs de couchage. On en avait entendu parler, mais on n'en avait jamais vu. On savait qu'ils étaient bien meilleurs que nos couvertures mouillées. Mes pieds ne me faisaient plus mal depuis longtemps. Ils étaient complètement engourdis. Je n'avais plus aucune sensation dans mes pieds. C'était comme marcher sur un sabot ou un moignon. Ils ne bougeaient plus, car complètement rigides. Bref, on a vu ces sacs de couchage, et on a dit aux nouveaux « Laissez-les nous ici, on s'en occupe, on vous les apportera. » On savait pertinemment qu'on ne leur rendrait pas. On allait dormir dedans. Donc cette nuit, on a rampé dans nos foxholes, on s'est mis dans les sacs de couchage, on a remonté les fermetures éclairs. « Vous avez dû vous sentir mieux » m'exclamai-je en souriant. « Oh oui, quel paradis, je vous jure. On était au sec et au chaud. » Je m'attends à ce qui va suivre. C'est toujours à peu près le même scénario. Alors, j'ai enlevé ma chaussure et en une seconde, mon pied a gonflé comme un ballon. Il était tout rond. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur de toute ma vie. C'était juste atroce. Il fallait que je fasse taire cette douleur, alors je suis sortie de mon trou et j'ai enterré mon pied dans la neige pour qu'il gèle. Puis j'ai marché pieds nus pendant plus d'1 kilomètre. Je ne sais pas vraiment quelle distance, jusqu'à une tente médicale. J'y suis rentrée, ils ont observé mon pied, ont accroché une étiquette à ma veste et m'ont dit de monter dans une ambulance. Une chance que vous n'ayez pas attendu trop longtemps avant de vous rendre à cette tente médicale. Peut-être même que vous avez été pris en charge par mon fiancé. Il est chirurgien au 4e bataillon médical. Il s'appelle Scheller, le capitaine Scheller. J'avoue que je n'ai pas fait très attention, me dit-il. Bien essayé, Louise, mais tu n'en sauras pas plus. Pendant le trajet, j'ai retiré mon casque pour la première fois depuis 1 semaine ou 2. Je ne sais pas, continue le soldat. Et j'ai remarqué que mon filet de camouflage était déchiré. Mais je ne me rappelais pas quand c'était arrivé. Et en le retirant, j'ai vu un trou dans mon casque, assez grand pour y passer le doigt. Un shrapnel est passé à ça de me tuer. Mais je n'ai rien eu du tout. Je n'ai pas été blessé. Lui a eu de la chance par rapport à d'autres. Logiquement, il ne devrait y laisser qu'un orteil. Un autre incident m'a vraiment affecté, celui d'un jeune et beau soldat de 18 ans qui a été amené avec les 2 jambes coupées à mi-cuisse. Il était frigorifié, sale, presque noir à cause de la suie de la locomotive à charbon du train de troupes qui lui avait coupé les jambes. Il était dans un train rempli de remplaçants, venant tout juste de ce qu'on appelait des Repel Depots, argot GI pour les dépôts de remplacement dans les wagons habituels. Ils avaient froid, et le train s'arrêtait fréquemment pour des raisons qu'ils ignoraient. Aussi, les soldats descendaient du train et faisaient chauffer de l'eau sur des feux improvisés. Mais cette fois, le train avait redémarré sans avertissement et ils avaient dû attraper leurs affaires et courir pour les rattraper. Le jeune soldat que j'ai reçu avait raté les marches de la voiture et était tombé sous le train. Il était en état de choc, mais lucide, parlant un peu et ignorant que ses jambes avaient disparu. Quelle absurde tragédie!